Un petit aéroport à quelques kilomètres de Paris. Villa Coublay, l'aéroport le plus sélect de France. D'habitude, on y croise Nicolas Sarkozy ou des chefs d'État étrangers. Bah oui, c'est bien, on manquait de plus. Louis Pétier n'est pas un habitué des lieux, c'est un homme d'affaires. Et s'il soigne son nœud de cravate, c'est qu'aujourd'hui il accompagne un membre important du gouvernement. Patrick Devedjian, le ministre chargé en cette période de crise de relancer la machine économique. Alors, Patrick, Vous allez bien? bah, c'est sympa d'aller là-bas ensemble, c'est bien. Si Louis Pétier a droit à l'hélicoptère de la République, c'est que c'est un peu l'homme providentiel. Il y a quelques mois, il a racheté un fleuron de l'industrie française. Alors, il y a un truc qui est géant, c'est la gueule du site industriel. Et il n'en est pas peu fier. Et je peux sortir là-dedans 50 000 bagnoles par an. Combien? 50 000 par an, c'est gigantesque. Si le ministre fait le voyage avec lui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, l'homme d'affaires a racheté Heuliez. Le troisième constructeur français était au bord de la faillite. En ces temps où le chômage repart en flèche, l'État a absolument besoin d'hommes comme Louis Pétier. Ils m'intéressent dans la mesure où ils peuvent sauver des entreprises. Là, dans le cadre de Liège, c'était ça, ou la fermeture, il n'y avait personne d'autre. Pour le ministre, l'homme d'affaires, en rachetant Heuliez, a sauvé des centaines d'emplois. Alors, à l'arrivée dans les Deux-Sèvres, Louis Pétier est accueilli comme un prince. Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur le préfet. C'est aujourd'hui C'est sympa de vous voir. qu'il devient officiellement le patron de Liège. L'entreprise compte 600 salariés, c'est le plus gros employeur du coin. Alors, Ségolène Royal est là aussi. La présidente de la région Poitou-Charentes n'aurait manqué ça pour rien au monde. Président, je suis ravi de vous voir. Aujourd'hui, en ces temps de crise, ces hommes d'affaires ont des emplois du temps très chargés. Des boîtes au plus mal, ce n'est pas ce qui manque. Et pour des hommes comme Louis Pétier, ces entreprises en difficulté peuvent paradoxalement se révéler être de formidables opportunités. Avec Michelin, et donc c'est la première fois une révolution technologique. Depuis un an, chaque mois, 4000 entreprises déposent le bilan. Des centaines de milliers d'emplois sont menacés. Les secteurs les plus touchés, l'automobile, le textile ou encore le bâtiment. Aujourd'hui, ces risques de faillite suscitent les convoitises des hommes d'affaires qui rachètent des sociétés. On les appelle les repreneurs. Alors en cette période de crise, comment s'y prennent-ils pour racheter des boîtes le moins cher possible? Quelles sont leurs méthodes pour redresser ces entreprises? Et que deviennent les dizaines de milliers d'emplois de ces sociétés rachetées? Quand on est un professionnel du rachat d'entreprise, il faut bien savoir choisir sa cible. L'histoire de la reprise de Liège commence ici, sur ce quai de gare. Nous sommes au début de l'été à Niort. Si Louis Pétier a fait le voyage pour retrouver ses collaborateurs, Alors, Philippe, c'est qu'il veut racheter Heuliez. c'est sympathique. Ah bah voilà, toute l'équipe est là. C'est le plus gros coup de sa vie. Didier. Et il ne l'a pas choisi par hasard. Donc d'abord l'emploi, les savoir-faire français et une marque européenne absolument magnifique. Heuliez, c'est une belle usine qui a un peu vieilli. Depuis un siècle, elle fabrique des pièces détachées mais aussi des voitures pour le compte des grandes marques automobiles. Des séries limitées qui ont fait la gloire de la société. Comme cette BX Break rouge qui a fait un carton dans les années 80. Ou encore la Peugeot 604 version limousine pour PDG. Et même des monoplaces qui ont couru aux 24 heures du Mans. Mais surtout, la société a mis au point un véhicule qui intéresse tout le monde en ce moment. La voiture électrique. C'est probablement le marché du 21e siècle. Mais Heuliez a été frappée de plein fouet par la crise économique. L'entreprise est criblée de dettes, 45 millions d'euros. Elle a dû déposer le bilan. Pour racheter une société en faillite, un repreneur doit passer par le tribunal de commerce. C'est une étape obligatoire. Le 30 juin dernier à Niort, c'est aujourd'hui que Louis Pétier a rendez-vous avec les juges pour racheter Heuliez. Donc c'est vraiment devant les caméras et les salariés présents, il est tout sourire. Et le national qui sont là pour sauver l'emploi. Mais ce n'est pas avec eux que cela se joue. C'est 2 étages plus haut. Avec cet homme, le procureur, c'est lui qui a entre les mains le sort de l'entreprise. C'est un jour important, monsieur le procureur, aujourd'hui?
Je crois que c'est une audience qui est capitale pour l'entreprise Heuliez. Si l'offre de reprise est jugée peu sérieuse, ça sera la liquidation. C'est le suspense. Mais il n'y a pas que le procureur à convaincre. Il y a aussi tous ces hommes en robe noire. Des chefs d'entreprise qui aujourd'hui font office de magistrats. Et c'est à huis clos que Louis Pétier va détailler son plan. Si les caméras veulent bien sortir. Il met 31 millions d'euros sur la table. Il propose de reprendre 60% du personnel. Et surtout, les compteurs sont remis à zéro. Comme dans toute reprise, les dettes seront entièrement effacées. Les fournisseurs ne seront pas payés. Voilà ce qu'il va expliquer à la sortie de l'audience devant une forêt de caméras. La décision du tribunal de commerce tombera 8 jours plus tard. Les juges ont accepté son offre. Louis Pétier a de quoi être satisfait. Il vient de réaliser une affaire particulièrement intéressante. L'homme n'en est pas à son coup d'essai. En plein cœur de Paris, son quartier général. En fait, la première boîte qu'il a reprise, c'était il y a 15 ans. Celui qui n'était alors que simple salarié l'a racheté à son patron, en faillite, déjà. Alors, salut. Aujourd'hui, sa société emploie 12 personnes et elle fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon bureau est au milieu de l'open space, puisque nous sommes tous en open space. Nous sommes low cost, on diminue les charges fixes et donc nous sommes tous dans un open space. Donc voici mon poste de travail où je suis. Derrière lui, le petit empire qu'il est en train de bâtir. Ça, ce sont certains dossiers d'entreprise que je suis. Donc nous avons des programmes de reconversion de sites militaires où nous allons créer plus de 2000 emplois. Ces 3 dernières années, il a racheté 19 entreprises et investi dans tous les secteurs. Nous sommes présents dans le monde entier, à travers 96 pays. Dans le textile, nous sommes devenus le leader européen des tissus sportswear. Les boutiques de gadgets. C'est notre marque de distribution vis-à-vis des jeunes. En passant par un distributeur de meubles. Nous l'avons repris au mois de juin. Au milieu de tout ça, le fameux dossier Heuliez. Pour financer le rachat de l'entreprise, Louis Pétier a imaginé un mécano financier très ingénieux. Il a d'abord fait appel à un investisseur étranger. 16 millions d'euros pourront être apportés en fonds propres sur Heuliez. C'est une compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis qui lui a fourni la moitié du prix d'achat. L'autre moitié, c'est de l'argent public. L'État a mis 10 millions d'euros sur la table, la région 5. Et pour contrôler l'ensemble, il a créé une superstructure dans laquelle Louis Pétier n'a eu qu'à mettre un petit million d'euros. Résultat, il est propriétaire d'Heuliez, alors que des 3 actionnaires, c'est lui qui a mis le moins d'argent dans l'histoire. Pour réaliser des coups de cette envergure, il faut réussir à attirer de riches investisseurs étrangers. Et pour ça, il doit leur faire une promesse. Avec lui, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils ont un souhait de rentabilité de 8% par an sur 10 ans, mais de manière non linéaire. Donc, en 10 ans, on doit avoir doublé la valeur d'un investissement. Ils appellent ça faire la culbute. L'enjeu est énorme. Tout est bon. Car aujourd'hui, Heuliez perd 50 000 euros par jour. Pour que l'entreprise fasse rapidement des bénéfices, il va demander de gros sacrifices aux salariés. Il va licencier. Jusqu'à présent, l'usine emploie 1000 personnes. Et pour être rentable, Louis Pétier ne va garder que 600 ouvriers. Celui qui va procéder au licenciement, c'est lui, Régis Valliot. Il est administrateur judiciaire. Elle est dans ce dossier? Ah oui. Non mais il n'y a pas la liste nominative. Et jugement. Voilà. Voilà, les emplois repris et les emplois supprimés. Enfin, les emplois supprimés, il y en a 400 sur 1000. Il n'y a pas les noms. Les noms, on va les boucler tout à l'heure. Régis Valliot est mandaté par le tribunal de commerce de Niort. Entre les vacances et l'usine qui tourne au ralenti, il ne risque pas de croiser grand monde aujourd'hui. Il a un après-midi pour choisir qui va partir, Monsieur, bonjour. qui va rester.
Dans les ateliers, les ouvriers attendent de connaître leur sort. Denis et Christian ont 20 ans de maison et ils ne savent pas s'ils reprendront le travail lundi. D'ailleurs, on est combien, nous? On est sur les 13 qu'on est, on est 5 à partir. Et bon, on sait qu'il y a déjà 2 volontaires. C'est ça, hein, Tony? Alors, il y en a 3 autres, on ne sait pas. Alors, c'est moi, c'est mon collègue. Toi, non, parce que tu n'es pas dans le même secteur. Allez savoir sur quels critères ils vont se baser aussi. C'est pas Les facile, critères, hein. on les connaît, si, on connaît les critères. Alors, c'est l'âge, c'est l'ancienneté Charge de et famille, ouais. la charge de famille. En fonction de tous ces critères, l'administrateur va établir la liste de ceux qui partent. Il est 17h. Régis Valliot a fini son travail. Les 400 lettres de licenciement sont dans cette caisse bleue, prêtes à partir. 2 jours plus tard, l'une de ces lettres est arrivée ici, chez Nathalie. Elle habite à 10 minutes à pied de l'usine. Pour elle, c'est la fin d'une histoire. Donc voilà, l'entreprise est là-bas, au fond de ligne. Et ben, ça fait un peu mal au cœur parce que j'ai quand même fait 14 ans là-bas et me retrouver sans l'entreprise, ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Donc voilà. Nathalie se retrouve au chômage du jour au lendemain. Seule compensation, les indemnités légales plus 10 000 € que le nouveau repreneur a consenti à rajouter. Toutes les modalités sont dans la lettre. Alors je la ramasse dans un tiroir parce que c'est une lettre que je ne veux pas voir tout le temps. Donc voilà. Sachant que le poste était supprimé, il supprimait le personnel avec. Cette lettre, vous vous attendiez à la recevoir? Alors, je l'attendais oui et non. Je me disais toujours, bon, si je reçois la lettre, bon, c'est pas grave, je ferai autre chose. Le jour où elle arrive, ça fait mal. Ça fait très mal même. Nathalie, comme les 400 autres salariés qui ont été licenciés, ont reçu la promesse d'être réembauchés dès que les affaires iront mieux. Salut! Bonjour! Bonjour! Mais la question qu'elle et ses 2 amis se posent aujourd'hui, c'est comment le nouveau repreneur va-t-il déjà faire pour maintenir les 600 emplois. Comme on a appris que c'était beaucoup de femmes qui ont été licenciées. Bon, c'est vrai qu'ils en ont gardé 600. C'est vrai. Mais pour combien de temps ils vont les garder, ces 600? Puis quelle production il va y avoir? Puis quelle production il va y avoir au mois de septembre? Ben c'est ça. Et au-delà? Et au-delà. L'homme d'affaires va-t-il tenir ses engagements? Et que deviennent des boîtes comme Eliès quelques mois après avoir été reprises? La réponse, nous sommes allés la chercher à Mulhouse. Dans une autre société reprise par Louis Pétier. Merci. DMC, un grand nom du textile, toutes les couturières ont utilisé son fil à broder. Au temps de sa splendeur, dans les années 70, la société employait 9000 salariés. Il y a 9 mois, DMC est passé à 2 doigts de la faillite. Louis Pétier l'a racheté pour une bouchée de pain comme Eliès. Et depuis, il a taillé dans tous les budgets. Non. C'est uniquement parce que tu as la sécurité enfant, tu m'ouvres. Quand il vient à Mulhouse, c'est le nouveau directeur général de l'usine qui lui sert de chauffeur. La moitié des cadres de l'entreprise ont été remerciés. Du coup, le siège social ne sert plus à rien. L'immeuble va être loué. C'est la dernière fois qu'ils y tiennent leur réunion. Nous gardons au maximum ce qui est force de production, ouvriers, techniciens, recherche et développement, commercial et marketing. Et nous tâchons de limiter au maximum les états-majors. Nous ne voulons plus de salaires de dirigeants délirants. On ne veut pas de charge fixe qui ne soit pas opérationnelle. Mais dans les ateliers aussi, il a réduit les effectifs. 1/3 des salariés a été licencié. Et ça se voit, il ne reste plus beaucoup d'ouvriers. En contrepartie, Louis Pétier avait promis d'investir beaucoup d'argent. 9 mois après, les représentants du personnel n'ont toujours rien vu venir. Pour l'instant, l'engagement qu'il a pris auprès du tribunal, c'est 8 millions d'euros. Mais sous quelle forme, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit « je mettrai 8 millions d'euros cash sur la table ». Il a dit « j'apporterai des garanties à hauteur de 8 millions d'euros ». Est-ce que c'est de l'argent frais pour une partie? Est-ce que ce n'est pas de l'argent frais? Je ne sais pas. C'est à lui de répondre à cette question. Si Louis Pétier est resté flou avec les salariés,
c'est qu'il mise sur la bonne santé de l'entreprise pour ne jamais avoir besoin de mettre ces 8 millions d'euros. Nous ne mettons pas de trésorerie dans les sociétés parce que j'ai l'habitude de dire que les comptes courants, c'est l'anesthésie qui crée, le jour où on se réveille, l'euthanasie. C'est trop facile et c'est la culture des grands groupes. On met de l'argent en permanence, la vie est belle, on s'endort, et le jour où on se réveille, on tue l'entreprise. Avec sa stratégie du toujours moins cher, Louis Pétier a racheté 30 entreprises en 6 ans et il pèse aujourd'hui 430 millions d'euros. Mais difficile de savoir si ces sociétés seront toujours debout dans quelques années. Car pour remettre une boîte sur pied, vous allez voir qu'il ne suffit pas de faire des économies. Pour qu'elle gagne vraiment de l'argent, ça nécessite même de gros investissements. Dans le 16e arrondissement de Paris, un hôtel particulier aussi élégant que discret. Son immense bureau et les étagères sont encore vides. Pierre-André Martel vient d'emménager. Et en ce moment, avec la crise, ce polytechnicien de 56 ans ne chôme pas. Vous êtes toujours en train de courir. Courir, non, mais de ne pas perdre de temps. Et bon, on y va. Allez. Il doit faire un aller-retour rapide en Bourgogne pour inspecter sa dernière acquisition. Sibylle, bon courage. Pierre-André Martel reprend des entreprises en difficulté. Il est dans le business depuis 15 ans. Et lui, quand il rachète une société, il prend son temps. Car c'est toujours son argent personnel qu'il investit. Aujourd'hui, nous avons 200 millions de trésorerie, 200 millions d'euros. Donc, pour la taille d'entreprise à laquelle nous nous intéressons, nous avons les moyens de faire ce que nous voulons. Pierre-André Martel est du genre à ne rien devoir à personne. Monsieur le Goudan, bonjour. Dans la vie comme dans les affaires, il s'occupe de tout. Et c'est même lui qui tient le manche. L'autre point commun, c'est la responsabilité. Dans l'avion, vous êtes totalement responsable, il n'y a personne d'autre. Ça se passe mal, il faut s'en prendre à personne. C'est pareil dans l'entreprise. Quand il rachète une société au début, Pierre-André Martel y passe beaucoup de temps. Ah bah oui, ça souffle. Celle qui réclame toute son attention depuis 5 mois est loin d'être sortie d'affaires. L'entreprise s'appelle Lambré. C'est l'un des rares fabricants européens de camions frigorifiques. Bonjour madame. Fidèle à son habitude, il a mis à sa tête un homme de confiance. Son associé depuis 15 ans, Tu l'as entendu? André Lebrun. Reste chez toi. En fait, les deux hommes se connaissent depuis l'école. On était tous les deux en prépa au lycée du Parc à Lyon et on tirait en escrime ensemble à Leeds. L'entreprise perdait 100 millions d'euros. Le problème, c'est que le site est beaucoup trop grand. Alors, ils ont opté pour des solutions radicales. C'est vrai que votre royaume est d'une sacrée étendue, quand même. Oui, ça entretient la forme. Ah Ça ouais. fait quelques kilomètres. Ah, c'est bien. Les ateliers qui, comme au fond, ne tournaient pas à plein régime, ont été purement et simplement fermés. C'est pas loin de 100 000 euros par an, l'économie d'une opération comme ça. Quand vous en faites 2-3 par semaine comme ça va vite. Et c'est comme ça que peu à peu, les comptes retournent dans le bon sens. Au final, il a fermé la moitié des ateliers. Du coup, il a licencié 200 des 600 salariés. Mais à côté de ça, il a entièrement modernisé le site de production. Cette énorme machine qui permet de manipuler les caissons frigorifiques, c'est Pierre-André Martel qui l'a payé. Il a investi 15 millions d'euros dans l'usine. C'est beaucoup plus que le prix d'achat de l'entreprise. Le prix d'achat de Lambré, c'est à peu près 5 millions. Il y a 15 millions de réinvestissement et de reconstitution de besoins de fonds de roulement. Ça fait un total de mise de 20 millions. 20 millions d'euros payés cash. Quant aux 400 salariés qu'il a gardés, il a passé un deal avec eux. Ils doivent produire plus, travailler plus vite. Et s'il leur arrivait de l'oublier, un gigantesque panneau avec les objectifs pour la semaine est là pour le leur rappeler en permanence. Et les résultats ont été immédiats. Damien, le jeune directeur de la production, a fait le calcul du nombre de camions fabriqués par chaque ouvrier avant et après la reprise. Dans leur jargon, ils appellent ça l'efficience. L'efficience de production, donc qui sont Et la courbe parle d'elle-même. Donc sur les années 2007, on a gagné
plus de 15 points de productivité liés à cette réorganisation. On est quand même allé assez vite par des changements d'organisation de méthode à des taux d'efficience qui sont... Ce sont des taux industriels. On va encore faire mieux. C'est déjà acceptable. Modernisation, réduction du personnel, une chasse impitoyable au gaspille. Pierre-André Martel sait que sa méthode est difficile à accepter pour les salariés. Alors quand il les croise à la fin de la journée, il essaye de faire passer la pilule. On a dû enlever beaucoup de monde. Si on n'enlevait pas toutes les structures indirectes, on repartait en vrille. Grâce aux efforts de tout le monde, ça marche. Alors tout le monde est médecin, mais il y a encore le ressenti des gens qui sont partis. C'est dur à... Et ce sera toujours dur à avaler. Monsieur Martel, au plaisir. Au revoir. Le ton est courtois. Les salariés savent que sans les millions de Pierre-André Martel, l'entreprise aurait sûrement fermé. Alors les repreneurs, sauveurs ou profiteurs? Dans leur local du comité d'entreprise, ces ouvriers ont bien du mal à trancher. C'est des sauveurs de société et des profiteurs. Ils profitent de la situation que les sociétés se portent mal, qu'une société se porte mal, pour en venir à cœur. C'est difficile à admettre, mais bon, ils ont sauvé du personnel, ils ont sauvé du monde, ils ont sauvé la boîte, ils ont profité de la situation, c'est une chose, c'est sûr. Parce que peut-être que si la boîte aurait été comme il faut, déjà, Lambret, je pense pas qu'il l'aurait vendu, premièrement. Puis deuxièmement, s'il avait voulu la vendre, peut-être qu'ils n'auraient pas eu les moyens non plus. Hein. Et voilà, bon, maintenant c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, c'est la conjoncture actuelle, quoi. Les salariés de Lambret ont déjà fait beaucoup de sacrifices. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pierre-André Martel va leur en demander encore plus. La crise, c'est peut-être le moment idéal pour acheter des entreprises. Allez. Mais pas vraiment pour faire des affaires. Et la rentrée s'annonce catastrophique. Notre carnet de commande global, c'est un petit 200 véhicules industriels, semi-remorques et porteurs. À ce rythme-là, il n'y aura pas du travail pour tout le monde. 200 de véhicules utilitaires légers. Et en termes de charge total, un peu plus de 400 véhicules en carnet de commande à ce jour. Tu es en charge d'atelier, Damien, qu'est-ce que... Et aujourd'hui, notre carnet de commande nous permet d'envisager uniquement 11 jours de travail sur 25 sur le mois de septembre. Ça veut dire 14 jours de chômage technique. C'est pas illogique dans le métier en ce moment. La visibilité de tout le monde dans toute la profession est extrêmement faible. Nous avons mis à disposition... Pour Lambret, il faut tenir coûte que coûte en attendant des jours meilleurs. Mais jusqu'à présent, Pierre-André Martel a toujours redressé la situation. On ne s'est jamais trompé sur l'appréciation globale, à savoir une entreprise qui a un vrai potentiel, des vrais produits, une place importante sur un marché, parce que ce sont nos critères d'acquisition des entreprises. Et d'une façon ou d'une autre, on a toujours, jusqu'à maintenant, réussi à avoir des entreprises redressées sur le plan financier au bout de 12 mois. Depuis qu'il a créé son groupe il y a 15 ans, Pierre-André Martel n'a jamais fermé une entreprise. Il a racheté 13 sociétés, il en a revendu 7, toujours avec une plus-value. Celles qu'il a gardées ont fait 43 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Mais dans ce milieu des repreneurs, tout le monde n'est pas aussi scrupuleux. Surtout en ces temps de crise, et parfois les histoires peuvent très mal finir. Nouzonville dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Cette usine aujourd'hui désaffectée était un équipementier automobile de renommée mondiale. Il ne reste plus rien des ateliers Thomé Génaud fondés il y a plus d'un siècle. Il y a 5 ans, l'entreprise au bord de la faillite est reprise par un fonds d'investissement américain du nom de Catalina. Pour 1 euro symbolique et contre la promesse de garder tous les emplois, ses dirigeants Greg Willis et Catherine Zekfield vont mettre la main sur l'entreprise. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme ils l'avaient promis. Au bout de 2 ans, ils prennent la fuite, une enquête est ouverte. Xavier Médot est l'avocat des 300 salariés de Thomé Génaud. L'affaire occupe une bonne partie de son bureau. Donc le dossier, le voici. Ce sont tous ces cartons ? Oui, alors ce sont tous ces cartons. Donc ne faut pas oublier qu'il y avait 300 salariés. Donc à chaque fois, il y a un dossier individuel par salarié. Et puis on a les dossiers de procédure.
Et ce que les enquêteurs ont découvert est à peine croyable. Les deux Américains vont commencer par se verser des salaires mirobolants. Et la première chose que font ces Américains lorsqu'ils arrivent aux mains de cette société, c'est de s'accorder des virements, vous voyez, de compte à compte, de 266 000 $, 48 000 $, donc qui sont des frais, en fin de compte, de rémunération de ces dirigeants. Mais ce n'est pas tout. Ils vont liquider Tomé-Génaud petit bout par petit bout. Ces maisons que les ouvriers de l'usine occupaient pour un loyer dérisoire, les nouveaux propriétaires se sont empressés de les vendre. L'enquête montre que ces ventes leur ont rapporté 1 750 000 €. Mais il y a aussi 750 000 € de salaire pour les dirigeants, 460 000 € versés à des consultants fantômes, 350 000 $ de billets d'avion. Les repreneurs disaient vouloir sauver l'entreprise. En fait, ils avaient prémédité leur coup. Catalina était une société bidon. On s'est aperçu en faisant des recherches que le bilan de la société comprenait en tout et pour tout un téléphone de voiture, un téléphone portable. Donc c'était vraiment une coquille vide qui avait été montée de toutes pièces uniquement pour racheter Tomé-Génaud et pouvoir piller effectivement une entreprise européenne. L'usine a finalement fermé ses portes il y a 3 ans. 300 salariés ont perdu leur emploi. Ils ont porté plainte. Les anciens de Tomé-Génaud ont pris l'habitude de se retrouver une fois par mois à la mairie. Ça leur permet de se tenir au courant du procès et de savoir qui a réussi à retrouver du boulot. Je voulais vous signaler aussi qu'un 3e Tomé-Génaud a été embauché par la com d'Aglo. Ça va bientôt être le meilleur pourvoyeur d'emploi pour les Tomé-Génaud. Des bonnes nouvelles comme celle-ci, Yannick n'en a pas souvent annoncé. Plus de la moitié des ex-Tomé-Génaud sont toujours au chômage. Là, en ce moment, c'est des embauches, ça va être 8 jours, 15 jours, etc. À Rethel, à Reims, à machin, et puis il n'y a rien derrière, il n'y a rien. La justice française vient de condamner les 2 patrons voyous à 5 ans de prison ferme. Maigre consolation. Aux dernières nouvelles, ils couleraient des jours tranquilles en Californie. Et ils seraient toujours dans les affaires.